partie qui se complète un peu. Alors, je me présente, je suis docteur German, je suis maître assistante au sein du service de cardiologie A2, où j'effectue essentiellement un travail sur les insuffisances cardiaques. Donc, j'utilise beaucoup les diurétiques. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a confié ce cours-là. Donc, voilà. Alors, bon, je vois déjà ici que l'introduction, il y a une diapo qui a sauté, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas important, c'est juste pour définir les diurétiques. On pourra le faire. Quand je vous enverrai le PowerPoint sur vos boîtes mail, il sera complet. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Oumaima? On peut commencer ou bien est-ce que vous êtes très peu nombreux? Oui, madame, on peut commencer. Ça sera enregistré dans tous les cas. Très bien. Alors, les diurétiques, au fait, ce sont une famille de médicaments, de molécules qui ont une partie commune, un rôle commun, qui est de provoquer la diurèse, d'où la dénomination diurétique. Donc, ils ont la capacité à négativer la balance hydrosodée dans les états œdémateux et dans d'autres états comme l'hypertension artérielle. Donc, c'est cette partie commune qui leur a donné cette dénomination de diurétique. Après, vous allez voir qu'ils sont différents les uns des autres et on va distinguer plusieurs familles et il est très important de connaître le mode d'action et la physiologie rénale pour pouvoir comprendre les diurétiques. Alors, si vous arrivez à vous remémorer cette plaque que vous avez normalement fait en physiologie, au fait, vous avez compris le cours parce que cette photo-là, avec le tubule, le néphron, le glomérule, après les tubules, les différentes parties des des tubules, vous allez comprendre comment agissent les diurétiques. Donc, on va rappeler brièvement la physiologie rénale. Donc, si vous vous rappelez bien, cet entonnoir qui est dessiné là, c'est le glomérule. C'est comme une pelote où on a une sécrétion d'une préurine. Cette préurine, elle a une osmolarité qui est équivalente à celle du plasma. Après, Madame, il y a... est-ce que vous pouvez faire une rotation du diapo parce que comme ça, c'est un peu petit. C'est bien comme ça? Ça va, oui. Merci. Très bien. Donc, alors vous essayez surtout de retenir voilà, les photos. Hein. L'écriture, après, c'est pour votre examen. Je pense qu'avec juste le schéma, vous allez pouvoir comprendre. Donc, ne vous concentrez pas trop sur l'écriture. Une seconde. Une seconde. Alors, il y a une sécrétion d'une préurine dont l'osmolarité est similaire à celle du plasma. Donc, après, au niveau du tube proximal, on a une réabsorption active d'eau et de sodium. Alors, on a une sécrétion, une réabsorption de sodium et d'eau avec une osmolarité qui reste inchangée au niveau du tube proximal. Puis, le U que vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'anse de Henle. Il y a une branche descendante qui concentre les urines. Donc, il y a une reprise d'eau qui est beaucoup plus importante que celle du sodium. C'est pour ça qu'on dit qu'elle concentre les urines, parce qu'il y a l'eau qui est réabsorbée au niveau du secteur plasmatique, et donc le sodium qui est excrété. Donc, ce sont des urines qui sont concentrées par le sodium. Donc, la branche descendante, puis la branche ascendante. Au niveau de la branche ascendante, il y a un gradient de pression parce que le sodium va arriver au niveau du site 1 que vous voyez, où on voit que le sodium, le chlore et deux ions chlore, donc un sodium, un potassium et deux chlore sont réabsorbés. On va voir que c'est un transport actif, donc par un cotransporteur. Au fait, il faut retenir que quand ça rentre dans le même sens, c'est un cotransport. Mais quand des ions et des cations vont dans des sens inversés, ce sont des échangeurs, ce sont des protéines ou c'est des cotransporteurs. Donc, ça absorbe tout en même temps ou bien ça rejette tout en même temps. Et quand ça switch, je te donne un sodium, tu me rends un potassium, c'est un échange. La caractéristique commune, c'est que ce sont des peptides membranaires, c'est un transport actif qui soit échangeur ou contre-transport, et donc il y a une dépense d'énergie. Alors que juste avant, ce qu'on avait vu, tout est passif. Donc au niveau de l'anse de Henle, donc la branche descendante, on a les urines qui arrivent concentrées, et arrivé au niveau de la branche ascendante, qu'est-ce qui se passe?
il se passe que ce sont des urines très concentrées qui arrivent. Donc, la particularité de la branche ascendante, elle est imperméable à l'eau. Il y a une reprise active du chlore et du sodium et du potassium par un cotransporteur. Et c'est ici le site d'action des diurétiques de Lenz. On les appelle les diurétiques de Lenz parce qu'ils agissent tout simplement au niveau de Lenz de Henle. Tout simplement. Donc, on descend. Maintenant, on va pas, on descend, effectivement, on descend, mais dans le schéma, on a l'impression qu'on monte, mais en fait, on descend parce que ce sont des niveaux d'action. Au niveau du site 2, c'est le tube contourné distal, mais dans sa partie proximale. Donc, ce n'est pas le tube proximal, c'est toujours le tube distal. Et vous voyez qu'il a plusieurs sièges. Donc, la partie proximale, toujours un cotransport, sodium-chlore. D'accord? Alors, à quoi sert ce cotransport-là? C'est au fait une réabsorption de sodium qui est moindre, mais on va voir que dans certaines maladies, c'est très important. Alors, il faut savoir qu'ici, il y a une réabsorption de sodium et excrétion aussi de H+. Vous voyez que dans la partie un peu plus distale, on a le H+, qui est excrété. Et il faut savoir que dans la partie proximale, le site 2, mais la partie proximale, on a le site d'action des thiazidiques, alors que dans la partie un peu plus proximale, donc là où vous voyez qu'il y a un échangeur sodium réabsorbé contre excrétion de potassium et de H+, donc c'est le site d'action des anti-aldostérones. Un peu plus loin, on a le tube collecteur. Donc, il y a une sécrétion d'hormone ADH, c'est l'hormone antidiurétique. Au fait, à quoi sert la dernière partie? C'est l'ajustage final pour assurer au fait un équilibre acido-basique. Donc, jusque-là, est-ce que c'est compris? C'est très important. Alors, classification des diurétiques. Donc, selon leur site d'action, comme on a déjà dit, on va encore reprendre pour que ça, vous fixiez tout ça. Les diurétiques proximaux, inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, c'est l'acétazolamide et les substances osmotiques, le mannitol. Puis, on a les diurétiques de Lenz, le furosémide, le bumétanide, le pyréthanide, inhibition de la réabsorption de sodium dans la branche ascendante de Lenz de Henle. Puis, on a les diurétiques thiazidiques. Ce sont des dérivés du benzothiazide, donc ce sont des sulfamidés. On a l'hydrochlorothiazide. Est-ce qu'on est censé apprendre le nom commercial du traitement? Non, pas du tout. Non, vous retenez thiazidique. On vous dira ni hydrochlorothiazide, même pas les DCI. En fait, ce sont des DCI. Ni le nom commercial, vous retenez la famille. D'accord? Vous retenez le dérivé du benzothiazide, c'est sulfamidé. Ça inhibe la réabsorption de sodium sur la partie proximale du tube distal. Donc, on appelle ça le segment de dilution. Alors, Hadouk, hydrochlorothiazide, chlortalidone, endapamide, c'est pour votre culture générale. Vous reverrez tout ça plus tard quand vous ferez cardio, Inch'Allah, ou bien quand vous ferez médecine interne ou bien généraliste. Vous allez être plus apte à prescrire, juste pour votre culture générale, c'est tout. Donc, pourquoi je vous ai insisté sur le dérivé du benzothiazide et que c'est des sulfamidés? Il faut savoir que ceux qui ont des allergies à des sulfamidés, par exemple, je vous donne l'exemple du Bactrim, peuvent avoir aussi des allergies aux thiazidiques. Il faut faire attention. Donc voilà, c'est juste un risque allergène par rapport à cette base benzothiazidique. Plus loin, c'est les diurétiques du collecteur cortical. Donc on a deux types de diurétiques du tube collecteur. C'est la partie distale du tube distal, en fait. On a l'amyloride qui a une action directe au niveau de l'échangeur, mais aussi on a les anti-aldostérones. Alors les anti-aldostérones, ce sont aussi des inhibiteurs de l'échangeur, mais c'est une action indirecte. L'aldostérone est une hormone qui favorise l'expression de ces récepteurs pour qu'il y ait les échanges, la réabsorption de sodium contre l'excrétion de potassium. Donc, en bloquant l'aldostérone, on diminue le niveau de récepteurs et on diminue la réabsorption de sodium. Par contre, on va retenir le potassium dans le sang et ça, on fait alors des médicaments hyperkaliémiants. On les remplace Madame, par s'il quoi? vous plaît, il y a une question. Alors, tu donnes un autre antibiotique. Parce que l'allergie, c'est comme la pénicilline. Tu peux à n'importe quel moment provoquer un choc anaphylactique. Donc, tu donnes, quand on a, je pense, une infection, on a quand même d'autres antibiotiques à donner. Quand tu as cette notion d'allergie au sulfamidé, que tu vois peut-être qu'un malade t'a fait une réaction à un produit, tu dois l'arrêter et le signaler sur une carte pour que le malade, et tu expliques au patient
qu'il est allergique à ce type de substance. Ça, c'est un principe pour toute la médecine, votre médecine, dans toutes les spécialités. Une allergie peut être quelque chose de grave, d'accord? On revient sur site et mode d'action. Vous voyez que je reviens encore sur ça parce qu'en comprenant ça, vous avez compris le cours. Et je pense que en comprenant cette plaque, vous n'oublierez jamais durant toute votre vie. Donc, essayez de photographier ça dans votre tête. Donc, on revient. Tube proximal. On a la partie proximale où on a la plus grande réabsorption de sodium. Et on a l'inhibiteur de l'anhydrase carbonique comme l'acétazolamide. Puis, on a l'anse de Hanley. L'action des diurétiques de l'anse au niveau de l'anse de Hanley, mais on voit aussi que c'est 25% de réabsorption. Donc, en bloquant ces sites-là, vous provoquez une diurèse significative. Pourquoi je vous dis ça? Ça explique pourquoi le furosémide, par exemple, qui est un diurétique de l'anse, est le diurétique qu'on donne en cas d'œdème aigu du poumon, d'insuffisance cardiaque grave, d'insuffisance rénale avec OAP, parce qu'il est capable de provoquer une diurèse d'au moins un quart de ce qu'on a, et donc de soulager les symptômes très vite, action très rapide. Par contre, malheureusement, il n'a pas une action pronostique, mais il a une action sur la levée des symptômes qui parfois peuvent, bien sûr, être très très graves, comme l'OAP. Donc, plus vous donnez le furosémide tôt, plus vous allez soulager le malade, il pourra respirer et vous allez lever l'urgence. Plus loin, dans le tube distal, dans sa partie proximale, vous avez le site d'action des thiazidiques. Et dans la partie un peu plus distale, vous avez les épargneurs de potassium. Donc, on a dit l'amyloride qui a une action directe et les anti-aldostérones en bloquant l'hormone qui aide à exprimer les récepteurs à cet échangeur-là. Donc, on bloque l'action de réabsorption de sodium contre l'excrétion de potassium. On va revenir sur la partie la plus embêtante du transport. Enfin, il faut comprendre comment ça se transporte, le sodium, etc. Comme ça, vous allez compléter vraiment vos informations en plus de ce qu'on a dit plus haut. Donc, toutes les cellules qui transportent le sodium possèdent des pompes sodium, potassium, ATPase, donc qui est dépendante sur la membrane basolatérale, et elles sont indispensables au transport du sodium. Donc, ce n'est pas un transport passif, c'est un transport actif au niveau du rein. Donc, retenez ça. Donc, il faut savoir que chaque segment du néphron a un mécanisme d'entrée du sodium unique et la possibilité de l'inhiber spécifiquement. On a dit que, par exemple, au niveau de la branche ascendante, c'est le cotransport sodium, potassium, chlore. Donc, en bloquant ici avec des diurétiques de l'anse, on va empêcher le sodium d'être réabsorbé, mais aussi au potassium, mais aussi au chlore. Donc, on peut entraîner, en plus de lever l'œdème, l'hypertension, aussi un appauvrissement en potassium, donc une hypokaliémie et une hypochlorémie. D'accord? Mais en général, c'est des trucs qu'on surveille pendant la prescription. Et cette façon d'aller inhiber spécifiquement le transport de sodium qui va vous classer votre diurétique, comme on l'a dit plus haut. Donc, les cotransports sodium, chlore, potassium au niveau de la branche ascendante, le cotransport sodium, chlore au niveau du tube distal, mais partie proximale, et l'échangeur sodium, potassium, H+, au niveau du tube distal, le canal collecteur. Donc, la plus grande partie du sodium filtré est réabsorbée au niveau du tube contourné proximal, c'est 60 à 65%, mais aussi au niveau de l'anse de Hanley, c'est entre 20 et 25%. Voilà, donc les notions les plus importantes à retenir. Donc, le mode d'action des diurétiques de l'anse. Donc, l'entrée du sodium chlore filtré dans les cellules du segment ascendant de l'anse de Hanley est médiée par un cotransport, sodium, potassium, 2-chlore, situé sur la membrane apicale de la cellule. Donc, l'énergie pour ce transfert est fournie par le gradient électrochimique favorable de sodium. On a dit que les urines arrivaient très concentrées. Il y avait une faible concentration intracellulaire, donc électronégativité de la cellule. Donc, il va y avoir une attraction importante pour le sodium. Donc, inhibition directe de la réabsorption sodium, chlore, potassium compétitive sur le site du cotransport, ce qui veut dire qu'on peut à n'importe quel moment, par un médicament, le bloquer. Donc, on peut antagoniser ces sites-là. Ils permettent ainsi une excrétion de 20 à 25% des sodiums filtrés. On appelle ça la fraction d'excrétion du sodium. Et c'est pour ça, c'est très important à connaître parce que ce sont des médicaments qui vont lever l'urgence en levant l'œdème très rapidement. Action importante aussi, il faut
que je vais vous montrer cette plaque-là, regardez. En bloquant le cotransport, sodium, chlore et potassium, vous entraînez la sortie aussi du calcium. Parce que normalement, le magnésium et le calcium sont aussi réabsorbés quand le sodium et chlore et potassium entrent par le transporteur, donc la protéine, donc le transport actif, par chimiotactisme, ils vont attirer le calcium et le magnésium dans la cellule. Donc, ce qui nous fait dire que, en bloquant aussi donc la réabsorption sodique à ce niveau-là, on provoque une hypocalcémie et une hypomagnésémie. Voilà pourquoi aussi, vous allez voir, peut-être que vous allez rencontrer ça dans votre vie, voilà pourquoi, dans les états d'hypercalcémie majeure, les diurétiques de Lens sont un traitement d'urgence. Et aussi, dans les hyperkaliémies, aussi les diurétiques de Lens. Mais la contrepartie, c'est quoi? C'est que quand on donne ça de façon chronique, sur un long terme, on provoque une hypocalcémie. Et quand on a une hypocalcémie, on perturbe un peu le métabolisme phosphocalcique et on peut avoir des retards de croissance, des ostéoporoses chez les malades, donc une fragilité osseuse. Donc, il faut penser à corriger l'hypocalcémie aussi, les conséquences d'un traitement par diurétique au long cours. Alors, on peut les donner en cas d'insuffisance rénale, bien sûr. Tu ne peux donner en cas d'insuffisance rénale sévère que les diurétiques de Lens. On va en parler tout à l'heure. On va en parler. L'insuffisance rénale est définie par une clearance inférieure à la normale, une clearance à la créatinine inférieure à la normale. Tu vas stader ton insuffisance cardiaque, ton insuffisance rénale. Si ta clearance est supérieure à 90, tu es tranquille. Si ta clearance est entre 90 et 60, tu es devant une insuffisance rénale qui est légère. Si elle est entre 60 et 30, tu es devant une insuffisance rénale qui est modérée. Quand tu as une clearance inférieure à 30, tu es devant une insuffisance rénale qui est sévère. Alors, dans les deux parties d'anomalie, donc modérée ou légère, tu as encore le droit de donner un diurétique thiazidique ou un diurétique anti-aldostérone, épargneur de potassium, en plus, bien sûr, du furosémide, des diurétiques de Lens. Mais à partir du moment où tu as une insuffisance rénale sévère, inférieure à 30, la clearance, tu ne peux donner que les diurétiques de Lens. Les anti-aldostérones sont hyperkaliémiants, tu peux entraîner une hyperkaliémie mortelle. Les thiazidiques ne servent plus à rien quand tu as une insuffisance rénale sévère. Donc, à partir du stade d'insuffisance rénale sévère, vous ne pouvez donner que les diurétiques de Lens. Et en général, comme il y a un débit de filtration glomérulaire très lent, comme on a un rein qui est malade, on a besoin de fortes doses de diurétiques de Lens pour pouvoir provoquer une diurèse. D'accord? Donc, le mode d'action des diurétiques thiazidiques. Donc, au niveau du tubule distal, l'entrée dans la cellule du sodium filtré est médiée par un cotransporteur sodium-chlore situé sur la membrane apicale, comme on a vu tout à l'heure. Donc, inhibition directe de la réabsorption de sodium-chlore par compétition au niveau du site du cotransporteur. C'est une compétition au niveau du site chlore du cotransporteur. Donc, la stimulation indirecte, il y a une stimulation indirecte de réabsorption de calcium. C'est tout à fait le contraire des diurétiques de Lens. Alors que les diurétiques de Lens appauvrissent le pool calcique, les thiazidiques le préservent. C'est pour cela que ça en fait le meilleur traitement antihypertenseur chez le sujet âgé, parce qu'en plus de traiter son hypertension artérielle quand il est hypertendu, on va protéger ses os. Donc, ça en fait un des meilleurs antihypertenseurs du sujet âgé. Si on vous dit quel est le diurétique qui a son intérêt chez le sujet âgé hypertendu, vous répondez thiazidique. Et dans votre tête, c'est normal, je gagne en os, je préserve le pool calcique. D'accord? C'est une question hyper tombable. Hein. Elle est déjà tombée plusieurs fois. Donc, c'est un effet faible, certes, hein, c'est 5 à 10% du sodium filtré, mais il y a du bon à prescrire le thiazidique. Il n'y a pas que... En fait, la diurèse, ce n'est pas que des chiffres. Je vais vous expliquer. Je ne sais pas si vous voyez un peu le cyclisme à la télé, ou là, les lièvres, ceux qui aiment l'athlétisme. Parfois, les grands champions ont besoin de lièvres, de gens qui vont les aider à aller plus vite. Donc, ils vont courir la première partie, puis après, ils vont les laisser, eux, aller faire leur compétition. Pareil pour le cyclisme. Les diurétiques sont comme ça. Par exemple, je vous donne un exemple. À un moment donné, dans la vie d'un insuffisant cardiaque, il va devenir résistant aux diurétiques de Lens.
Alors, comment on va relancer la diurèse? En allant prescrire pendant une courte période des thiazidiques, mais aussi des antialdostérones. En fait, ils se potentialisent entre eux. Alors, même si je vous dis que, par exemple, la diurèse, l'excrétion, 5 à 10%, vous vous dites, c'est pas important, le lance, c'est mieux. Oui, certes, mais parfois, quand vous avez tous les sites, parce que c'est un site d'action, c'est pas passif, tous les sites qui sont bloqués et qu'il n'y a plus de réponse thérapeutique, donc en attendant que ça se libère, allez aider la diurèse avec l'antiazidique, ça vous relance une diurèse et c'est très efficace. Voilà. Donc regardez, on bloque le cotransport sodium-chlore et il y a un transporteur de la calbendine qui va être stimulé par chimiotactisme toujours. Il y a une réaction chimique qui se fait et qui va attirer le calcium dans la cellule. Donc le contraire des diurétiques de Lens. Alors, quel est le mode d'action des diurétiques épargnant le potassium et les anti-aldostérones? Alors, il y a une action sur la partie corticale du tube collecteur. Alors, on les donne à forte dose aussi? Non, pour les thiazidiques, tu n'as pas besoin de donner à forte dose. On peut aller, nous, tu sais, en Algérie, on a l'endapamide et on a, c'est 1,5 et on a les thiazidiques. Donc, ce n'est pas comme les diurétiques de Lens où on va aller jusqu'à 500 mg de furosémide. Donc, non, pour les thiazidiques, c'est juste, c'est pas très quantité dépendant, c'est pas très dose dépendant la réaction. C'est pas très dose dépendant. Pareil pour les anti-aldostérones. C'est surtout les furosémides où on peut donner de 20 mg jusqu'à 500 chez l'insuffisant rénal ou bien chez l'insuffisant cardiaque qui est réfractaire à des doses qui sont plus basses. Parce qu'il faut donner la dose qui va te soulager le malade. Celle qui va te donner un malade qui respire normalement, qui ne sera pas œdématié, qui pourra avoir une vie normale. Le mode d'action des diurétiques épargnant le potassium et anti-aldostérone. Donc, il y a une action sur la partie corticale du tube collecteur. Il faut savoir que l'entrée du sodium filtré dans ces cellules est médiée par la présence d'un canal épithélial sodique. C'est une protéine qui est sur la membrane apicale. C'est ce canal épithélial sodique qui va aller faire l'échangeur sodium, potassium, ATPase. Donc l'énergie est fournie par un gradient favorable de sodium. Le sodium réabsorbé est ensuite excrété de la cellule par une pompe, on a déjà dit, échangeuse. Donc l'aldostérone, c'est quoi son rôle? Elle augmente le nombre de ces canaux, le canaux épithélial sodique, et donc des pompes, sodium, potassium, ATPase dépendantes. Donc en bloquant l'aldostérone, vous bloquez le nombre des canaux qui bloquent le nombre des pompes, et donc vous, indirectement, vous allez bloquer la réabsorption de sodium. Alors que les diurétiques épargnant le potassium comme l'amyloride, c'est une action directe et une inhibition directe des canaux sodés. La spironolactone et l'éplérénone sont des anti-aldostérones et s'opposent à l'action de l'aldostérone. Il y a un effet natriurétique faible, certes, c'est 1 à 3% du sodium filtré. Généralement, on les combine avec les thiazidiques pour prévenir la fuite urinaire de potassium. Donc, l'un, le thiazidique, est hypokaliémiant et les anti-aldostérones sont hyperkaliémiants. Donc, on va avoir un équilibre avec une eukaliémie, une kaliémie normale. C'est très important quand on donne un traitement diurétique de surveiller la kaliémie. Les hypokaliémies peuvent tuer par trouble de l'excitabilité et torsade de pointe, comme les hyperkaliémies peuvent tuer par trouble conductif. Donc, elles vont intoxiquer le cœur et elles peuvent carrément vous entraîner des arrêts cardiaques. Donc, il faut avoir une ambiance de eukaliémie, donc une kaliémie normale. C'est très important quand on prescrit un diurétique. Alors, regardez, l'amyloride qui bloque directement le canal épithélial sodique et l'aldostérone qui vous bloque le nombre de pompes et le nombre de ces canaux. Alors, quelles sont les indications du traitement diurétique? Alors, l'insuffisance cardiaque, c'est bon parce qu'on est en cardiologue, c'est un cardiologue qui vous fait le cours, mais un néphrologue vous dirait l'insuffisance rénale. Donc, moi, je vous dis insuffisance cardiaque et les autres œdèmes aussi d'origine rénale et hépatique. Donc, les diurétiques de Lens, c'est ça notre garde-fou quand on a un OAP, quand on a un état de détresse respiratoire. Alors, comment la dyskaliémie peut tuer? Alors, l'hypokaliémie peut tuer par des troubles d'excitabilité, puis qui peuvent aboutir à la torsade de pointe. C'est une sorte de fibrillation ventriculaire où tu dois corriger en urgence la kaliémie. L'hyperkaliémie entraîne des blocs atrioventriculaires en intoxiquant le cœur. Donc, il faut revoir l'électrophysiologie. À un moment donné,
quand tu as une hyperkaliémie, le potassium sert à te retrouver un potentiel de repos, mais s'il y a en excès, la cellule ne peut plus se contracter, on ne peut plus avoir le potentiel d'action, donc contraction, relaxation, et donc tu vas avoir un trouble conductif sévère qui peut aboutir c'est un bloc atrioventriculaire, qui peut aboutir jusqu'à la mort si tu ne traites pas et l'hyperkaliémie et le trouble conductif. Voilà. Et pour ça, les diurétiques de Lens, ça fait partie du traitement de de l'hyperkaliémie, pardon. Les anti-aldostérone, donc les pléronones, spironolactone, font partie du traitement de l'hypokaliémie, en plus de supplémenter en potassium. Et on peut aussi avoir recours à l'ultrafiltration, à la dialyse pour l'hyperkaliémie. Donc, les anti-aldostérone améliorent la survie, contrairement aux diurétiques de Lens qui sont surtout symptomatiques. Les anti-aldostérone ont le pouvoir de faire survivre les patients insuffisants cardiaques, car ils ont une action contre la fibrose, mais aussi ils entraînent une eukaliémie. En donnant des diurétiques de Lens, on provoque une hypokaliémie. L'anti-aldostérone donc, équilibre le potassium et c'est très important. L'hypertension artérielle, donc les thiazidiques essentiellement, surtout chez les sujets âgés, les sujets de race noire. Pourquoi le sujet de race noire? Parce qu'ils ont une mutation au niveau du site d'action des thiazidiques qui fait qu'ils surexpriment ce site-là, et donc en le bloquant, on a une meilleure réponse thérapeutique. Donc, on traite l'hypertension pour prévenir les complications cardiaques et vasculaires. Association fréquente aux IEC et ARA2, ce sont des vasodilatateurs, traitement de l'hypertension artérielle, parce qu'il est hypokaliémiant et ceux-là sont hyperkaliémants toujours dans le but d'avoir une eukaliémie. Certains cas particuliers, donc les hyperaldostéronismes, c'est quoi les œdèmes réfractaires? Un œdème réfractaire, c'est un œdème qui ne répond pas au traitement basique. Donc, diurétique de Lens, tu donnes, tu donnes. Réfractaire, c'est-à-dire ne répond pas. Et il est sourd à tes efforts. Donc, il faut que tu changes de diurétique et tu en donnes d'autres. Alors, hyperaldostéronisme primaire non chirurgical. Donc, les chirurgicaux, c'est les adénomes de Cohn, le traitement est chirurgical en plus du traitement de l'HTA. Et les hyperaldostéronismes, il faut donner de la spironolactone. Donc, c'est un anti-aldostérone. C'est tout à fait logique. Donc, les hypertensions artérielles résistantes, donc ce sont des hypertensions artérielles qui ne répondent pas correctement à plus de 3 traitements comprenant un thiazidique. Il faut rajouter un anti-aldostérone. C'est dans les recommandations. Et l'insuffisance rénale, s'il vous plaît, répétez la notion de racine noire. Ce n'est pas une racine noire, la race noire. Le sujet de race noire a une mutation au niveau du tube distal qui fait qu'il surexprime les sites d'action qui réabsorbe le sodium. Et donc, en bloquant ce site-là avec les thiazidiques, on a une bonne réponse thérapeutique. Ils ont une mutation au niveau du canal épithélial sodique. Ils répondent très bien aux thiazidiques, mais aussi aux anti-aldostérones en général, mais surtout les thiazidiques. Alors, l'insuffisance rénale chronique, on l'a dit, c'est surtout les diurétiques de Lens quand elle est sévère. Les doses sont adaptées selon le degré d'insuffisance rénale et on peut attendre de 40 jusqu'à 500 mg jour. Certaines indications spécifiques, on peut les déduire. Donc, on a dit les hypercalcémies pour les diurétiques de Lens. On a dit qu'en bloquant le cotransporteur, il y a du calcium qui sort. Donc, les hyperkaliémies aussi pour les diurétiques de Lens, parce que c'est hypokaliémiant. Les hypercalciuries idiopathiques, symptomatiques et diabète insipide. Donc, on donne un thiazidique, c'est normal. Une hypercalciurie, on a surtout du calcium dans les tubules. Donc, en le réabsorbant, on évite bien des problèmes aux patients. Alors, la race, oui, c'est la race, pas la racine. Race noire. Race ou bien les sujets de race noire, de génétique race noire. Je ne sais pas, qu'est-ce qui pose comme problème? Pour les anti-aldostérones, donc on a dit les hyperaldostéronismes primaires, l'insuffisance cardiaque à FE réduite, on a dit que ça avait une valeur pronostique. Il y a 3 molécules qui ont prouvé que ça réduisait la mortalité. C'est les bêta-bloquants de l'insuffisance cardiaque qui sont en nombre de 4. Donc, métoprolol, nébivolol, carvedilol et bisoprolol, les anti-aldostérones et les IEC ou les ARA2. Ces 3 familles de molécules sont une chimiothérapie qu'on donne pour les insuffisances cardiaques à FE altéré. Quand on dit chimio, c'est juste pour caricaturer à quel point c'est important. Ça peut provoquer la guérison, ça peut retarder la mort, ça peut améliorer la survie. C'est une valeur pronostique. Donc, la myasthénie en traitement adjuvant pour garder du potassium et les hypokaliémies.
Pour le glaucome, c'est l'acétazolamide, donc les inhibiteurs des tubes proximaux. Et pareil pour le mannitol, en cas d'hypertension intracrânienne. Alors, quels sont les effets secondaires? Comme tout traitement, on a des effets secondaires. Donc, essentiellement, comme c'est des diurétiques, on peut provoquer le contraire, une hypovolémie, donc des déplétions volumiques pour tous les diurétiques, surtout ceux de lance, quand on donne de fortes doses. Alors, une hypokaliémie pour l'acétazolamide, les diurétiques de lance et les thiazidiques, les hyperkaliémies pour les diurétiques épargneurs de potassium, l'alcalose pour les diurétiques de lance et les thiazidiques, et au contraire, l'acidose pour l'acétazolamide et les diurétiques épargneurs de potassium, parce qu'on va garder les H+, au lieu de les éliminer. Et c'est le contraire qui arrive avec les diurétiques de lance, c'est les thiazidiques. L'hyponatrémie, surtout pour les thiazidiques, mais aussi pour les diurétiques de lance, mais c'est surtout les thiazidiques. Les états d'hyperuricémie, qui concernent surtout les diurétiques de lance et certains cas de thiazidiques. Et quelques cas d'épilepsie partielle complexe ont été décrits comme effet secondaire. Alors, les accidents hydroélectrolytiques. Il faut savoir, quand on donne un diurétique à un malade, c'est la principale chose qu'on doit vérifier durant les consultations. Est-ce qu'on n'est pas nocif pour le malade? Donc, rechercher une hypokaliémie, surtout quand on a mis des diurétiques proximaux de lance et à un moindre degré les thiazidiques. Une hypokaliémie, il y a des sujets à risque qui sont ceux qui ont des apports sodés, par exemple, ceux qui ont un hyperaldostéronisme plutôt. Donc, parce que pourquoi ils vont, les hyperaldostéronismes, ils vont éliminer en excès les potassiums. Donc, il faut faire attention. Et ceux qui ont des apports sodés qui sont élevés aussi. Alors, la mesure de la kaliémie est indispensable avant tout traitement, puis régulièrement au cours du suivi. Donc, il faut savoir qu'une kaliémie qui est égale ou inférieure à 3,6 impose une compensation, alimentation riche en vitamines, en potassium, et surtout l'adjonction d'un diurétique qui épargne le potassium. Pour les déshydratations et les hyponatrémies, c'est l'apanage du sujet âgé. Ça concerne les diurétiques thiazidiques et les diurétiques de lance. C'est surtout les sujets âgés qui n'ont généralement pas le réflexe de boire quand ils sont déshydratés. Alors, le risque d'insuffisance rénale fonctionnelle, donc surtout quand on rajoute un IEC-NRA2 chez ces malades-là. Les hyperkaliémies, ça c'est surtout les insuffisants rénaux, ceux qui ont des néphropathies, donc il faut faire, et surtout quand on rajoute un IEC-ARA2, et la prise d'AINS, et parfois on donne du potassium et on oublie de dire au malade d'arrêter quand le potassium est normal, et le malade croit que ça fait partie de son traitement. Ça m'est déjà arrivé, où j'ai réceptionné des malades qui pensaient que le potassium sorti de l'hôpital faisait partie de leur traitement, jusqu'à ce qu'on réexplique que non, c'est selon le bilan, etc. etc. Les hypomagnésémies concernent les diurétiques de lance et à un moindre degré, les thiazidiques. Alors, regardez parmi les effets métaboliques, le tophus goutteux du gros orteil. Si vous avez un malade qui est depuis longtemps sous diurétique, pensez à la goutte quand vous voyez ce truc-là. Et d'autres effets secondaires, donc je ne sais pas pourquoi ça a sauté, mais je vais vous en parler. Donc, on peut avoir des effets sur le bilan lipidique. On peut avoir chez les femmes, par exemple, les anti-aldostérones donnent des troubles menstruels chez la femme, mais surtout la gynécomastie chez les hommes. C'est vraiment affreux, parce que c'est des hommes qui se voient pousser des seins du jour au lendemain. En général, ils font une dépression et on doit arrêter parce que leur mental, vraiment, en général, va très, très mal. Donc, d'autres effets secondaires, pour ceux qui prennent un traitement, vous n'avez pas encore fait psychiatrie, mais on a des traitements qu'on donne chez ceux qui ont des troubles de l'humeur. Ils passent d'un état maniaque à un état heureux, avec de la joviale, un état vraiment dépressif. On leur donne parfois du lithium. Donc, c'est un minéral qu'on donne à ces gens-là pour qu'ils soient équilibrés. C'est un équilibreur de l'humeur. Donc, c'est un thymorégulateur. Et parfois, en donnant un diurétique, on va perturber la lithémie. Et donc, il faudrait qu'il y ait une surveillance de la lithémie, qu'elle soit dans la cible quand on donne un diurétique. Pourquoi il y a des troubles lipidiques? Il y a des troubles lipidiques, c'est un effet secondaire des diurétiques. Parmi les effets secondaires, on a des effets métaboliques. On a une hyperuricémie. Et on a aussi, peut-être qu'il y a une élimination des lipides en moins au niveau des tubules, parce qu'il y a une petite action, mais ça perturbe c'est un des effets secondaires. C'est comme l'épilepsie, on ne sait pas pourquoi on peut avoir cet effet secondaire-là, mais pas tous.
En général, par exemple, c'est un effet de classe. Certains médicaments donnent, d'autres non, d'autres moins. Par exemple, l'indapamide ne perturbe pas trop les triglycérides et les cholestérols. D'ailleurs, c'est pour ça, en général, moi, quand j'ai un malade qui est un peu bouboule, je donne pas, et qui n'a pas besoin encore d'avoir un diurétique, je lui donne pas, s'il est hyper tendu, bien sûr, je ne parle pas d'essence cardiaque, je donne pas parce que j'ai peur de perturber la glycémie et le bilan lipidique. Donc voilà. Alors, attention à l'insuffisance rénale. Donc, comme je vous ai dit, en cas d'insuffisance rénale, le seul diurétique, sévère bien sûr, le seul diurétique que vous pouvez donner, c'est le diurétique de Lens. On peut aller jusqu'à 500 mg jour. On évite les thiazidiques et les anti-aldostérones à partir d'une clearance inférieure à 30. Alors là, c'est juste pour vous rappeler que les diurétiques de Lens